Vous êtes toujours dans Cash sur table et nous avons toujours le plaisir de recevoir David Bouillon, médecin généraliste, et sa compagne qui travaille avec lui, qui est infirmière, Elisabeth Befumo. Nous entamons dans cette seconde partie d'émission déjà tout ce qui est effets secondaires, docteur. Certains pays parlent de 3e dose, voire de 4e dose. On ne sait plus trop d'ailleurs combien de doses on va nous additionner. Vous estimez, docteur, vous nous l'avez déjà dit en première partie d'émission, que la stratégie actuelle de contrôle du virus est exclusivement basée sur les vaccins, que vous ne contredisez pas, je tiens à le souligner, à le répéter plusieurs fois, n'est à tout le moins pas la seule option sanitaire. Et donc vous avez aussi déclaré, docteur, pour nos auditeurs, c'est important de le comprendre, le Covid-19 est un virus respiratoire à haut taux de transmission. On le voit d'ailleurs avec les variants. C'était couru d'avance, la vaccination n'est pas à elle seule le sésame pour enrayer l'épidémie. Alors Samuel, vous aviez une première question à poser entre santé individuelle et bien collectif. Oui, alors certains estiment que cette pandémie est un cas de farce majeure, d'immixtion du politique. De force majeure. Farce majeure. De force majeure, on va dire ça, oui, d'accord. Du politique dans la bonne gestion de la santé publique. Alors, moi, je voulais savoir où est-ce que vous mettez le curseur entre ce qu'on peut nous imposer sur la personne infectée, ça en digue la contamination. Et si maintenant on dit « Ah, t'es positif, tu restes 10 jours à la maison », pendant 10 jours, il va y avoir de la contamination. Et ça là, il est trop tard. Ça marine. Pardon ? De clusters donc dans des collectivités. Je pense que c'est une infection, comme toute ma carrière, en réalité, une infection virale à haute contamination, il faut agir vite et informer rapidement le patient et sa famille. Alors, je vais vous poser peut-être une question cash, c'est pas la première dans cette émission. Le protocole sanitaire officiel, c'est quoi quand on est positif? On nous met 10 jours à la maison avec du dafalgan, d'ibuprofène, enfin bien. Donc, vous nous expliquez que pendant ces 10 jours-là, on peut s'aggraver et développer des effets graves. Et donc, effectivement, après, on termine aux urgences avec toutes les conséquences délétères qu'on connaît. Ma question est, finalement, si on a décidé d'adopter ce protocole au niveau étatique, est-ce qu'on n'a pas essayé de privilégier la saturation hospitalière plutôt que de soigner les patients? Parce qu'en fait, si on nous laisse à la maison, c'est parce qu'on a peur de ne pas savoir nous accueillir tous à l'hôpital. C'est ça la réponse. Écoutez, c'est une question tellement importante. Donc la réponse va l'être tout autant. Donc dans les hôpitaux, il y a les infirmières et médecins qui sont aux urgences, soins intensifs, et qui risquent leur vie tous les jours. Et il y a les gestionnaires des hôpitaux. Et c'est là que je ne suis pas content, parce que ces gestionnaires d'hôpitaux, plus les hôpitaux sont saturés, plus l'argent rentre, avec des primes Covid, avec tout ce qui engendre. Et ces directeurs d'hôpitaux sont quand même plus ou moins dans la même lignée que le politique. Et c'est là que ça ne va pas. Donc il y a vraiment un fossé entre le terrain, la première ligne, et le service des urgences et des réanimations des hôpitaux, et puis après il y a la gestion de l'hôpital. Et ça, c'est pour ça que si on avait pris en charge rapidement les patients, mais la saturation n'aurait jamais eu lieu, parce qu'on perd chaque fois 10 jours à chaque personne qui est positive. Donc ce que vous dites concrètement, c'est que vous détectez précocement, vous intervenez sur base du bilan sanguin, vous faites vos petits compléments, et en réalité, il y aura de moins en moins de gens qui vont se retrouver à l'hôpital, de moins en moins de gens dans les soins intensifs, et en fait, c'est une bonne chose à la fois pour les patients et pour le système hospitalier. Mais qui est attesté par notre expertise. Donc quand nous prenons en charge les patients positifs ou dès les premiers symptômes, il n'y a personne qui va à l'hôpital
dans les jours qui suivent. Donc les 20 000 qui sont venus chez vous, il y en a... Non, parce que dans les 20 000, malheureusement, il y en a qui sont venus trop tard, oui, d'ailleurs. Mais okay, quand on prend les personnes nous-mêmes en charge pendant les premiers symptômes, là, il n'y a pas d'hospitalisation. On ne va pas aux urgences, et encore moins aux soins intensifs. Et donc, en fait, vous êtes en train de nous dire, excusez-moi, je traduis vos propos, si je me méprends, vous me le dites tout de suite, vous êtes en train de nous affirmer que votre... prise en charge rapide. Façon de prendre en charge votre protocole n'est pas entendu parce que, je vais y aller, économiquement, ça n'intéresse personne. Exactement. C'est ce que vous nous dites. Exactement. Parce que quand on remplit des hôpitaux, les directions hospitalières reçoivent des primes Covid, reçoivent des soutiens, etc. Bien sûr. Et dans les hôpitaux, et je le vois bien à Mons, dans les hôpitaux, le président de l'hôpital, ou le directeur médical, ou le bourgmestre, ou si vous là, ils sont tous dans la même lignée. Vaccinez-vous. Alors, et ça, c'est pas normal. Comme c'est un sujet un peu chaud et que vous êtes notre monsieur politique société, je vous renvoie la balle, Marc. Est-ce que vous avez une précision à demander ? On essaye d'éclairer l'auditeur. Oui, en fait, il y a beaucoup de précisions à avoir, mais surtout, peut-être éviter les queues de tomber dans la dualité de la société, parce que j'ai quand même l'impression que pour l'instant, on pousse les gens les uns contre les autres, donc les pros et les anti-vax, évidemment. Et on vient de s'apercevoir, avec vos propos, votre expérience, votre expertise certainement, que le vaccin n'est pas du tout, cette panacée n'est pas du tout le bouclier attendu par tout un chacun. Mais alors, ce qui m'a intéressé aussi dans votre réaction, et ça me renvoie un petit peu à notre invité précédent, qui était aussi Yves Copiters, qui est un monsieur de santé publique, et je vois finalement qu'au niveau systémique, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre dans cette pensée. Vous mettez l'accent plutôt sur le vecteur de la santé publique, dont vous êtes, comme vous l'avez dit aussi, vous n'êtes pas du tout anti-vax, vous êtes également pour les gestes barrières, de faire très attention. Par contre, vous préconisez évidemment un geste médical qui, je ne sais pas pourquoi, vos collègues, vos confrères ne le font pas systématiquement, qui est la prise de sang, qui va nous révéler beaucoup plus d'indications, plus objectives aussi. Mais vous avez cette vue systémique qui, moi, me parle. Et qui est là, l'aspect médical, pas uniquement l'aspect médical, l'aspect de santé publique, à travers un tas d'autres prismes. Alors évidemment, je vais maintenant sertir ma question, je vais faire une redondance. Donc apparemment, ce vaccin, il est devenu un vaccin politique, il est devenu un vaccin pharmaceutique. C'est une donnée finalement commerciale. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu Don Quichotte face au moulin à vent du commerce? Mais écoutez, en réalité, c'est une bonne question, mais le principal dans la réponse, c'est pour vos auditeurs. Donc ça veut dire que quand on parle de cette expertise, de ce protocole, imaginez-vous maintenant, moi j'ai de la température, je ne suis pas bien, je vais chez mon médecin, il prend les paramètres, on fait le test rapide antigénique, en 10 minutes, on a une aide au diagnostic, on fait le PCR, on fait une prise de sang, et la prise de sang révèle une infection ou des anomalies qui justifient un traitement, et antibiotiques ou autre, et en 5 jours, on est retapé. Et donc, ça veut dire que c'est un travail d'équipe. Je viens de vous parler de tests rapides antigéniques, de tests rapides sérologiques, de prise de sang, de traitement. Donc, ça veut dire on met tout en scène pour justement que le patient soit guéri. Je serai en souffrance maintenant si j'apprends que le patient, il doit encore appeler une ambulance, aller en réanimation, être intubé. Je ne veux pas de cette médecine-là, si on sait l'éviter. Donc en réalité, c'est une balance. Ou bien on est dans l'intérêt du patient, c'est-à-dire c'est de la médecine de qualité, ou alors on doit suivre un protocole politique. Et moi j'ai fait mon choix. Ben, ça vous honore complètement, ouais. Mais alors fatalement, je vais poser la question, je vais continuer à enfoncer le clou. Alors on parle du vaccin bien sûr, mais on parle aussi du CST, de ce fameux Covid Safety Kit. Finalement, c'est quoi ça? Alors, parce que quand je vous écoute, on ne peut pas avoir une confiance absolue à travers ce CST. Le Covid Safety Kit, donc moi j'appelle ça une décision politique. Et d'ailleurs, on voit maintenant les résultats aujourd'hui, puisqu'il fallait être vacciné pour pouvoir avoir ce Covid Safety Kit, ce grand sésame. Or, on vient de dire en long et en large que le fait d'être vacciné vous donne la même chance ou malchance d'être contaminé par rapport aux non-vaccinés.
Donc, le fait d'être vacciné ne pouvait pas vous donner ce sésame. Parce que ils sont rentrés partout, donc événements, restaurants, vacances, ils sont revenus de zone rouge en étant vaccinés, positifs, non dépistés. Deuxièmement, pourquoi en Belgique le PCR est un élément où il faut considérer, alors que le PCR ne doit servir que pour aider au diagnostic. Ce n'est pas un test pour dire t'es positif ou t'es négatif et tu peux aller au restaurant. Parce que si vous faites un PCR aujourd'hui, qui est négatif ou positif, vous pouvez avoir le contraire demain et après-demain, parce que la maladie, elle évolue. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un test, pour moi, qui devrait faire partie du Covid Safety Kit. Et pourquoi, attendez, je vous interromps, et pourquoi est-ce qu'en France, ils font le test PCR positif et le test rapide antigénique pour pouvoir aller dans un événement. Donc, vous voyez, d'un pays à l'autre, ça change déjà. Et troisièmement, le certificat de guérison ou de rétablissement, c'est encore sur un PCR positif. Donc, moi, quand j'ai fait mon Covid en octobre, j'ai pas droit à rien du tout, alors que j'ai des anticorps. Moi, j'estime que sur base de notre expertise et de notre expérience, c'est que le Covid Safety Kit doit tenir compte de la réalité de l'immunité, qui sont les anticorps qu'on parlait au début de l'émission. Si vous avez des anticorps, vous avez droit à avoir ce Covid Safety Kit bien avant tout le monde. Mais voilà, alors que diable, je pense, Alessandra, il faudra absolument inviter M. Frank Van Den Broek à notre table, parce que je pense que ce monsieur est certainement pétri de très très bonnes intentions, mais a un manque de connaissances. Dites, je voudrais rajouter quand même quelque chose d'important, parce que nous sommes aussi dans le combat des personnes démunies et de la pauvreté. Donc, je vous ai récemment posé une question, c'est qu'il n'y a personne qui se lève aujourd'hui pour dire « ces tests PCR coûtent 50 €. Donc, chaque fois qu'une personne démunie doit aller dans un hôpital voir un proche, elle doit payer 50 €. Oui, et même, docteur, au-delà des personnes démunies, vous prenez un couple avec 3 enfants, exactement. Ils sont 5. Marché de Noël, c'est 50 x 4, bien sûr. Ça leur coûte 200, 300 € pour Donc le côté financier, pourquoi est-ce qu'une personne vaccinée, c'est gratuit? Alors c'est quand même la société qui paye. Et pourquoi un PCR, c'est 50 € et c'est très cher? Alors que, m'a-t-on dit, à la production, c'est 2-3 € ces tests. Bien sûr que oui. Ça coûte rien. Mais bien sûr que oui. Ça coûte rien. Mais bien sûr que on est quand même à plus et donc, attendez, excusez-moi, Samuel, si ça coûte 2-3 € à la production et qu'on les vend en grand public 50 €, qui se prend la marge? Exactement. Ah, voilà. Non, mais ma question est qui se prend la marge? Je ne suis pas complotiste, mais la réponse... Est-ce que vous avez la réponse? Big Pharma. Ah d'accord, ok. Mais donc ça veut dire que si Hippocrate était ici, il aurait une crise cardiaque. Il serait assis à côté de moi. Il ferait des bons. Donc beaucoup de médecins ou beaucoup de scientifiques, beaucoup d'experts semblent avoir un petit peu oublié. Il ne faut jamais oublier son serment d'Hippocrate, c'est quand même le patient. Donc pas la maladie, le patient, sa douleur, sa souffrance. Et c'est soigner tout le monde. Et son portefeuille. Pardon. non, c'est vraiment, et sa dignité. Et sa dignité. Docteur, la dignité est importante. Excusez-moi, j'ai une quinte de toux, j'ai pas la Covid, j'ai fait le test juste avant l'émission, mais j'ai une quinte de toux qui ne part pas, excusez-moi. Docteur, avant la seconde coupure pub, je vais globaliser 2-3 questions que nous avions en une. 1. Vaccination des enfants 5 à 12 ans, est-ce utile? Apparemment, on n'a pas d'effet second, on n'a pas encore de recul sur tout ce qui est myocardie et péricardite. 2. Les femmes enceintes, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. 3. Les hommes s'inquiètent pour la stérilisation. Donc, je globalise tout dans une question. Les enfants, les femmes enceintes, les hommes, vous leur dites quoi à tout ce panel de la population? Je dis à l'ensemble de la population une réponse médicale. Nous sommes à 20 mois. Oui, mais c'est quoi la réponse? Je dis non, pas de vaccin. Parce qu'en réalité, je dis non parce que nous n'avons pas fait cette prudence, cette précaution. On n'a pas de recul sur les chiffres. Non, c'est pas ça. C'est qu'après 20 mois, il y a sûrement plus de la moitié des Belges qui sont immunisés, qui ont des anticorps. On ne fait pas de vaccin sans avoir réalisé la présence d'anticorps ou pas, comme nous avons fait à notre petite fille de 7 ans. Ma petite fille de 7 ans a 200 d'anticorps au lieu de 35. Il n'est pas question d'être suffisamment. Alors, je voudrais quand même le dire, parce que c'est important. Dans une émission, donc devant un média, il y a quand même un représentant de la FMPS qui a quand même déclaré que être vacciné, c'est être un Kobe. Il l'a dit. Et donc, il faut quand même... nous sommes tous, et de nouveau... Oui, nous sommes tous, mais nous ne sommes pas obligés de l'être. On est tous, mais on n'est pas obligé de l'être, alors. Donc, il faut laisser la liberté aux patients de décider sur base d'une bonne information médicale, sur base de savoir quels sont les effets secondaires réels. Parce que si vous mettez 20 d'un côté d'effets indésirables et 3 de l'autre, là, pour moi, c'est de la désinformation. Et il faut quand même savoir qu'il y a quand même des issues fatales, il y a quand même des risques d'effets secondaires très graves. Donc, les patients doivent le connaître. Vous savez, on a dépisté dans une discothèque. Mais vous savez qu'il y a des jeunes qui se sont fait vacciner
pour être tranquille, pour avoir la liberté de pouvoir aller en discothèque. Alors ça, c'est encore autre chose, parce qu'effectivement, les statistiques nous disent, alors c'est là où on se dit où est l'intérêt médical et l'intérêt de la liberté individuelle. Apparemment, 85 à 90% des gens se vaccinent pour d'autres raisons que médicales, à savoir voyager, aller au restaurant, retrouver leur liberté. Donc effectivement, aller au travail. Donc, en fait, c'est une espèce d'obligation déguisée, puisque si quelqu'un ne se vaccine pas pour raison médicale, mais plutôt pour raison de liberté individuelle, c'est déguisé. Maintenant, docteur, comment comptez-vous faire passer votre message? Vous m'avez annoncé hors plateau que vous alliez publier une étude, je pense. Oui. Donc j'ai 2 professeurs internationaux qui sont maintenant sous le point de recevoir. On ne dit pas encore les noms. On ne dit pas encore les noms. Non, et on ne dit pas encore les noms. On ne dit pas encore les noms, mais en tout cas c'est très très important parce que je les ai eu tous les 2 au téléphone, et donc on va maintenant commencer à publier parce que c'est important. C'est important parce que les effets indésirables maintenant se font de plus en plus connaître à travers le monde, et notamment chez les enfants. On a parlé de péricardite, de myocardite. Il y a quand même de plus en plus d'autopsies. Il y a quand même de plus en plus d'autopsies. Ce que vous venez de dire, les 2 termes. Donc péricardite et myocardite, c'est une inflammation au niveau du cœur. Des valves du cœur. Pour les enfants, il peut y avoir ça. Exactement. D'ailleurs, il y a même eu des enfants, des adolescents qui faisaient du sport et qui ont été vraiment interrompus dans leur sport. La péricardite, donc c'est l'enveloppe du cœur qui subit l'inflammation. Très important, parce que ça peut... Alors, quand on atteint le cœur, ça peut donner aussi des complications peut-être à vie ou des séquelles à vie. On parle quand même d'enfants. Alors, s'ils sont cobés, et en plus, ils ont maintenant un organe qui serait atteint à vie, je dis non. Et qui est l'organe principal. Nos enfants, on n'y touche pas. Ça, c'est comme ça. Je pense qu'on va trop loin dans cette vaccination. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait déjà 4 milliards de doses d'achetées. C'est leur problème. Mais le patient, il doit décider. Docteur, on se retrouve dans 2 petites minutes. Vous êtes d'accord? Vous restez avec nous? À tout de suite.